Tsi pour accompagner les sauts des Allemands. Tiens, Tsi, c'est le nom d'un nouveau podcast. Et même le podcast francophone de saut à ski et combiné nordique. Chaque semaine, retrouvez résultats, analyses, statistiques et même des interviews passionnantes dans Tsi. On retrouve Frédéric Zos pour la deuxième partie de notre entretien. Cette fois-ci, après avoir traité du Japon, on se focalise sur le saut à ski et ses spécificités en Finlande. Bonne écoute à tous. Donc avant d'être avec l'équipe japonaise, tu étais avec l'équipe finlandaise, donc tu as dit pendant 4 saisons. Ouais. Ça devait être une expérience complètement différente. Tu peux nous redire justement ton rôle. Là, tu étais plus entraîneur là-bas en Finlande. Ouais. Alors en Finlande, j'ai été embauché évidemment pour mes compétences sur les combinaisons et aussi comme entraîneur assistant, quoi. L'idée, c'est qu'il fallait avoir un groupe d'athlètes, les suivre au maximum pour développer les combines pour tout le monde. Et puis après, au vu de mon expérience du haut niveau, ils voulaient que je sois sur la Coupe du Monde, quoi. Donc on a beaucoup travaillé avec les garçons et puis aussi avec les filles, enfin avec une fille surtout, au début avec Susanna Forström et puis ensuite avec Jenny Rautionao. Et ouais, donc là j'étais entraîneur assistant et technicien pour les combinaisons, quoi. Tu étais avec... comment tu as prononcé son prénom? Jenny? Ouais, parce que le Y en finlandais c'est U, donc Jenny. Voilà. Jenny, on peut l'appeler à la française, mais Jenny Rautionao. Non, justement, j'ai une rubrique prononciation dans ces épisodes sur les pays, donc on regarde pour la fin, mais justement, Ouais. si tu peux me... Ou tu sais quoi, on n'a qu'à le faire maintenant, comme ça je prononcerai bien pendant toute cette partie. Donc déjà un peu les noms de lieux, les tremplins de Coupe du Monde, on dit bien Ruka. Ruka, ouais. Oui, et donc l'Arty, on entend tout justement. Ouais, l'Arty, ouais. L'Arty, c'est bon. Ouais, Et puis, avec un peu le H qui gratte. un peu aspiré. Et donc, dans les sauteurs actuels de l'équipe, les prononciations, c'est Nico. Nico Kutosao. Plutôt, donc de toute façon, c'est le Y, c'est U, quoi. Ouais, plus ou Comme moins. en allemand, un peu, de toute façon. Ouais, Kutosao. Ouais. Et tout. Et tout, no siainen. Ouais, no, faut prononcer le O et ensuite le U, parce que si tu mets à la française et que tu fais un OU, nous siainen, ça donne un mot complètement différent et qui est pas un joli mot d'ailleurs. Pour la petite anecdote, je l'ai appelé comme ça pendant 3 ans. Puis un jour, il y a un mec qui m'écoute parler, qui éclate de rire et puis qui me dit mais tu fais exprès, c'est une blague. Je lui dis ben non, pourquoi? Il me dit mais comme tu prononces son nom là, c'est pas correct. Et je lui ai dit je sais pas, ça fait 3 ans que je suis là, personne m'a jamais rien dit. Ouais. Donc voilà, il m'a dit non, c'est no siainen, no siainen. Ouais, faut bien insister sur le O au début. Donc il y a une séparation. Et anti, alors là, c'est des A. Et Facile. A. Anti-alto. Tu fais durer un peu le A, quoi. Voilà, anti-alto. Et donc, par exemple, du coup, comme dans l'artiste, ça aurait été Yanné Ahonen, avec un H plus. Ahonen, ouais, il le prononce un peu comme ça, ouais. Ouais, d'accord. C'est vrai que nous, en France, on a tendance à tout lisser, quoi. Ouais, c'est vrai. Et donc, dans l'équipe féminine, donc Jenny Rautionao. Ouais, Jenny Rautionao. Et Julia Kukkanen. Ouais. Kukkanen. Bon, ça, c'est pas trop loin. J'avoue, on était plus en galère avec les Polonais, mais quand même, on va essayer de faire l'effort. On essaye dans le podcast de faire l'effort. Donc, je vais isoler l'extrait, je vais l'envoyer aux copains. Merci. Ok. Et donc, donc pour revenir, pardon, tu voulais dire quelque chose? Non, pas du tout, vas-y, je t'écoute. Ouais, est-ce qu'il y a une structure spéciale du saut en Finlande? Il y a un système un peu comme il n'y a pas de système de club comme au Japon, mais pour la fédération, vous avez les athlètes à disposition facilement. Comment ça se passe, le travail au quotidien avec... En fait, aux origines quand même du saut en Finlande, il y avait quand même quelques gros clubs bien distincts qui avaient leurs athlètes et les athlètes s'entraînaient avec eux quand même beaucoup. Hein, il y avait le groupe de Lahti, il y avait le groupe de Kuopio,
les mecs de Rovaniemi, et il y avait aussi Jyväskylä pendant un temps, et il y a ces trois pôles, disons, où les meilleurs athlètes, selon la région où vous vivez, allaient s'entraîner, avec beaucoup d'entraîneurs privés. Des fois, il y avait des entraîneurs qui étaient là que pour un athlète. Donc voilà, ça a été quand même une grande organisation qui était en Finlande depuis des années. Moi, quand je suis arrivé en Finlande, la situation était un petit peu différente parce que il y avait quand même beaucoup moins d'athlètes qu'il y a 20 ans. Et il fallait essayer de regrouper les meilleurs, quoi. Donc l'idée, quand je suis arrivé en Finlande, ça a été quand même de faire un pôle à Kuopio, parce que les entraîneurs principaux étaient de Kuopio, et d'avoir un relais sur l'Arctique qui était aussi Pekka Valta, l'entraîneur de Jenny Rationao, qui est entraîneur des filles, et qui entraîne aussi les juniors qui sont sur l'Arctique. Alors, c'est un système enfin, selon moi, je pense que c'est une bonne chose quoi qu'ils ont fait de regrouper tout le monde à Kuopio. Le problème, c'est qu'il y a toujours un petit peu ces petites guerres de clochers, quoi. Les mecs de l'Arctique qui n'aiment pas Kuopio, les mecs de Kuopio qui n'aiment pas l'Arctique. Enfin, voilà, c'est un petit peu. Voilà, puis vu qu'il y a quand même beaucoup d'entraîneurs privés qui gravitent encore toujours un peu autour, c'est des fois pas facile de mettre tout le monde à la page et puis de travailler dans la même direction. Hein, enfin, bon, c'est pas trop différent de ce qui peut se trouver dans d'autres pays, en fait. Mais voilà, en tout cas, nous, on avait essayé de regrouper nos athlètes sur Kuopio et puis faire des stages. Donc là, les athlètes étaient à disposition. En fait, les athlètes, je pense que vu que les clubs se sont quand même beaucoup affaiblis les 15 dernières années, la fédération était quand même le point de chute Plus solide. le plus solide pour avoir un entraînement de qualité, un suivi de qualité, voilà, des tests de physique, de plateforme de force, mais des fois travailler avec l'université à Kuopio qui nous file un coup de main sur le développement. Et donc, je pense à mon avis que c'est la meilleure solution quand on n'a pas beaucoup d'athlètes, c'est de les regrouper et puis de travailler ensemble. Et c'est aussi ce que Mika Koyankowski a voulu insuffler quand il est venu là-bas, c'est s'entraîner ensemble, des juniors aux plus anciens, que les plus jeunes apprennent des plus anciens, et puis d'avoir une qualité d'entraînement qui soit la même pour tout le monde, quoi. Avec un succès mitigé, mais bon, voilà. Mais quand tu es arrivé, et puis ça a correspondu au moment où Koyokowski est arrivé aussi, il y a quoi, 5 ans du coup? Non, moi j'ai fait les 2 premières années. J'ai fait. Non, Konkowski, il est arrivé il y a 2 ans. D'accord, donc tu as fait ouais, ta dernière année du coup. J'ai fait la dernière année. Voilà, moi je suis arrivé, en fait, c'est Lauri Akola qui m'avait démarché. Et j'avais quand même beaucoup d'amis sur Kuopio en Finlande, dû au fait que j'avais travaillé avec Pekka Niemela. Je connaissais beaucoup de monde en Finlande, et c'est aussi pour ça que j'y suis allé, parce que j'avais beaucoup d'amis là-bas et un bon feeling avec tous les entraîneurs que je connaissais déjà. Et Koyankowski, il est arrivé voilà, la dernière année, quoi. Et, et voilà. Mais Tu étais bon, ouais. arrivé dans une équipe en difficulté, ouais, on peut le dire comme ça. Ouais, il y a pas mal de gens qui m'ont dit que j'étais un peu taré de partir de la Slovénie avec une génération un peu dorée qui arrivait en Slovénie et puis pour aller en Finlande. Sauf que j'ai eu un ou deux trucs en Slovénie qui a fait que je pouvais pas. La dernière saison en Slovénie, il faut savoir que je faisais les combinaisons pour le groupe hommes Coupe du Monde, pour le groupe dames Coupe du Monde, pour les juniors et puis pour le groupe B, ce qui représente en gros 4 fois 8 athlètes. Et, Contini, Alpen Cup, tout. et puis vu que j'habite à côté, eh ben j'emmenais les combinaisons, je faisais tout le développement des tissus, des combines, les coupes, la couture. J'allais voir suivre tout le monde et puis tout le monde était hyper exigeant et ça m'a fait aussi beaucoup progresser, quoi. Mais j'avais une charge de travail qui était vraiment élevée. Et sincèrement, avec un petit garçon à la maison, je me voyais pas continuer comme ça. J'aurais adoré pouvoir rester, mais, euh, mais Oui, bon, j'ai t'en as pas. mis dans les conditions. Ouais.
Ouais, ouais, non, la Finlande était un challenge sympa avec des gens que j'aimais bien aussi. Mais bon, je suis resté en très très bon contact avec la Slovénie. D'ailleurs, on a fait une coopération ensemble. Parce que la saison où je suis parti, en fait, il y a les trois quarts des athlètes qui me demandaient des combinaisons encore. Donc, tu vois, Timmy Zeitz, la saison d'après, quand je suis parti, il fait rien jusqu'au mois de fin décembre et il revient sur le podium à Neustadt avec une combine à moi. Mais à ce moment-là, l'entraîneur assistant des Slovènes, c'était Robbie Ergota, avec qui je suis. Oui, c'était en 2020, du coup, l'année Voilà. dernière. Ouais, on est très amis avec Ergota et il est venu me voir en me disant voilà, si nous, tu peux nous aider, nous, on peut t'aider, nous, on a plus de moyens, tu peux avoir du tissu, si tu nous fais une ou deux combines pour certains top athlètes. Et avec les Finlandais et les Slovènes, voilà, on a commencé un peu une coopération pour être plus fort, quoi, pour que la Finlande soit plus fort, pour que les Ah Slovènes. oui, du coup, oui, ça a bénéficié à la Finlande, Ouais, ces échanges. bien sûr, parce que les informations que les Slovènes avaient, moi, avec les amis que j'avais là-bas, je les avais tout de suite aussi. Et donc voilà, enfin, en tout cas, c'est quelque chose que j'ai toujours essayé de faire, d'aider le plus possible les gens qui me demandent, et à condition qu'il y ait un retour aussi. Et si ça aide les deux nations, je pense que c'est exactement ce qu'il faut faire pour faire progresser le sport, quoi. Et puis que justement plein de pays restent performants. On en parlait avant de lancer l'enregistrement que il y a aussi, enfin la Finlande, ça fait partie des pays dont le saut a besoin sur la carte. Il y a quand même une histoire. Est-ce que c'est quelque chose dont les gens parlent là-bas ou une ombre qui est sur vous quand vous travaillez de tous ces Ouais, grands noms, sachant que les performances actuelles sont moins vers le top? Et c'est ouais. quoi? Est-ce que tu le sens sur tes épaules, tu vois? Ah, mais carrément, c'est un truc que moi, quand je suis arrivé là-bas, la première saison, j'ai vu des entraîneurs et des athlètes qui, pour moi, travaillaient vraiment bien. Je pense que j'ai rencontré des entraîneurs avec qui j'ai parlé de technique, avec qui j'adorais parler de technique et apprendre avec eux, et des athlètes qui avaient les capacités pour, euh, pour faire des podiums en Coupe du Monde, quoi. En parlant de Nico, Danti, même Etou, qui serait peut-être même le plus doué physiquement parlant. Euh, et l'ombre des résultats du passé, c'est quelque chose qui m'a vraiment frappé la première saison, parce que il y avait Nico Kutosawa, par exemple, il n'avait pas fait un point en continental la saison d'avant. Pas un point en Coupe continentale la saison avant que j'arrive. La saison où j'arrive, il fait son meilleur résultat en Coupe continentale. Il doit faire dans les 10 ou dans les 15. Et il fait des points en Coupe du Monde à Kusamo, la première saison. Et il y a un journaliste qui vient me voir et qui me dit bon, bon, c'est pas terrible comme résultat, mais bon, c'est quand même des points pour Nico. Et donc là, je reprends mon souffle. Je me dis attendez, mais moi, quand je suis arrivé, ce gars-là, il n'avait pas fait un point en Coupe continentale, et là, il a fait des points en Coupe du Monde. Enfin, il faut pas juger et comparer au passé, quoi. Et laisser les jeunes faire leur parcours, et puis surtout qu'aujourd'hui, la moyenne d'âge des mecs qui performent en Coupe du Monde, c'est plus comme avant, 16, 17, 18, 19, 20. On voit que la moyenne d'âge a nettement augmenté parce que le sport s'est professionnalisé, quoi. Les athlètes connaissent de plus en plus leur corps, leur entraînement, leur nutrition, et puis évidemment la pointe dans les équipements fait que ça a vraiment poussé le truc à l'extrême, et les jeunes, et ben, des fois, ils savent pas tout ça, quoi. Donc c'est pour ça, ouais, je leur ai souvent dit, même à mes athlètes, quoi, je leur ai dit maintenant, il faut pas vouloir sauver la patrie, la nation. Ouais. Faites ce que vous savez faire. Quand vous ferez des sauts à l'entraînement en Coupe du Monde comme vous me faites à l'entraînement, on sera dans les 20 tous les week-ends, et puis on pourra avancer, quoi. Mais ouais, de la part des médias et des parents et des entraîneurs qui ont bossé dans le saut par le passé, c'est un poids, quoi. C'est difficile. Parce qu'en fait, il faut accepter un reset, en fait, repartir avec, oui, Ouais. ne pas avoir les exigences d'avant, mais qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, du coup, toi, quand tu es arrivé, ils avaient déjà des moins bonnes performances. Qu'est-ce qui s'est passé entre les années à Honen, à Otameki et ces années où marquer un point, ça devenait déjà une performance, une bonne performance? Que dans le pays, c'est les jeunes qui ont changé, c'est les moyens qui ont décru, tu vois, c'est surprenant de l'extérieur, c'est même devenu, tu vois, là, il y avait les histoires en Norvège,
avec Stoeckel cette année, et certains qui disaient si on n'a plus les moyens, on va devenir comme les Finlandais. C'est presque devenu l'exemple du pays qui était tout au top et qui a eu des moins bonnes performances. Toi, Ouais, t'as ouais, su bah, ce qui s'est passé quoi, avant que t'arrives du coup. en fait, je pense que bon, pour avoir quand même voilà, côtoyé des entraîneurs finlandais depuis le début de ma carrière et en avoir beaucoup parlé avec eux, ce qui est sûr et certain, c'est que dans les années 2000, il y avait un vivier énorme. Il y avait vraiment et puis des entraîneurs performants dans les clubs, et il y avait beaucoup de sauteurs. Et la génération Ville Kante, Matti Automaki, Jussi Automaki, Risto Jussilainen, enfin, on pourrait en citer des dizaines. Ouais, c'est ça. Petit à petit, eh ben, cette génération, elle a vieilli. Il y en a qui se sont blessés. Et puis, les moyens, ils étaient mis sur la Coupe du Monde. Et je pense qu'ils ont négligé aussi à une certaine période, ils ont négligé le groupe B. Donc, tous les jeunes, j'en connais quelques-uns qui font partie du groupe B, quoi, qui auraient pu être certainement très performants en Coupe du Monde, mais ils n'ont jamais eu la chance. Alors, on a des athlètes qui sont dans ce groupe B ou junior qui montent, qui gagnent des médailles en junior, qui au bout d'un moment, ben, ils butent sur ce palier pour aller en Coupe du Monde parce qu'il y avait toujours les Automaki, les Raunen et toute la clique. Et donc, tous ces athlètes-là, ben, en groupe B, ils ont arrêté petit à petit. Et Ça vient au junior après, quoi, le niveau d'après. après, il y a quand même PK, quand il est parti de la France, qui a fait un boulot, je pense, vraiment énorme avec les plus anciens, avec Matti Automaki, avec Ville Larinto, avec Janne Apponen, qui était sûrement un des plus grands talents que. Vraiment exceptionnel. Voilà. Et voilà, ces mecs-là se sont blessés, et puis ben, derrière, il y avait un peu moins de monde, et voilà, en 15 ans, 10 ans, ben, la nation, elle est un peu ravagée, quoi. Pour rajouter un truc là-dessus, c'est que au niveau financier et sur les infrastructures, il n'y a rien qui a évolué. Sur les profils de tremplin en Finlande, eh ben voilà, on a ce qu'on a. C'est pas terrible parce qu'en Europe, eh ben, tous les tremplins maintenant ils sont uniformisés. On a des profils qui se ressemblent tous hein, sur la plupart des tremplins, enfin beaucoup. Et, et ben ça a fait que voilà quoi, en Europe, les mecs sont sur des profils différents dans le vent avant-arrière. Et ça demande une technique et une adaptation du matériel un peu différente. Et en Finlande, eh ben, on avait voilà, toujours la même chose, quoi, des tremplins avec un peu raide. Bon, à part Kuopio, qui est un peu un ovni au milieu de tout ça. Mais C'est aussi la géographie qui fait que c'est des tours béton parce qu'il y a les collines sont petites. Ça oui, joue, je pense. aussi évidemment, sauf qu'aujourd'hui, si on allait construire un tremplin à Kuopio ou à, je sais pas moi, à Jyväskylä, il referait des tours avec une parabole différente, avec une clotoïde, enfin, une courbe clotoïdale au lieu d'un rayon comme on a beaucoup là-haut. Et ça, voilà, quand tu t'entraînes toute l'année sur un profil de tremplin et que tu n'as pas trop d'argent pour faire des stages à l'étranger sur des profils modernes, quand tu arrives en Coupe du Monde, eh ben, il y a beaucoup d'athlètes qui ont des difficultés à s'adapter au nouveau profil, quoi. Et surtout quand ils sont jeunes, quoi. Donc voilà, c'est un peu tout ça qui a fait que ben, la Finlande a plongé, quoi. Et l'interview je crois que c'était le directeur sportif norvégien, là, Klas Brede Bratten, il a mis un peu l'alarme en disant voilà, si on ne fait pas attention, c'est lui qui a dit ça. On va prendre gentiment la direction de la Finlande. Et je pense qu'il n'a pas tort, à mon avis. Parce que c'est aussi le vivier, comme tu dis, si les enfants dans les villes ils vont moins au tremplin et qu'ils vont plus au dojo, par exemple, forcément, Ouais, ils vont- il y aura ouais. peut-être toujours. Ouais. Et du coup, les sauteurs actuels sont quand même talentueux, ils marquent des points tous les week-ends en Coupe du Monde. Est-ce qu'ils sont, euh, est-ce qu'ils sont des stars? Alors, ouais, c'est difficile, tu vois, par exemple, en Allemagne, il y a pas eu de creux générationnel. Là, on sait que, du coup, ceux d'il y a 20, 30 ans, c'était des immenses stars, certainement, en Finlande. Ceux d'aujourd'hui, ils sont reconnus, ou ils sont attendus, ou il y a ils sont le grand public est désabusé. En fait, ouais, c'est un peu compliqué de dire, mais si tu veux, on avait eu une présentation
de notre coordinatrice média à la fédération qui nous avait fait une présentation de l'intérêt pour la population du saut à ski. Et ce qui était hyper intéressant, c'était en fait que la population qui s'intéressait au saut à ski était plutôt située entre 40 et 70 ans. Et aujourd'hui, c'est clair qu'il y a deux choses. Aussi en Finlande, maintenant, pour voir du saut, il faut payer. Et depuis déjà peut-être une dizaine d'années, à part voilà, quelques compétitions qui passent sur Ule. Et donc ça a fait que les enfants ont moins vu de saut à la télé. Ouais. Et puis, ouais, non, c'est incroyable. C'est ce qui arrive aussi en Norvège. En Norvège, là, il y a 1 ou 2 saisons, c'est passé aussi de la télé publique à du privé et les audiences sont complètement descendues. Donc, quand tu bien dis sûr. que ça peut leur arriver, ça peut faire partie du processus, quoi. Ouais, non, mais ouais, c'est sûr que c'est vraiment important, quoi. Et du coup, voilà, je sais qu'en Finlande, il y a ça qui a fait que les jeunes regardent moins la télé. Et enfin, regardent moins la télé. C'est pas une mauvaise chose, mais qui regardent moins de sport. Je pense que ça l'est. Quitte à la regarder autant que ça soit du saut. Voilà, ouais. Et ouais, ça a joué quand même sur le fait de la popularité des sportifs, quoi. Alors après, en Finlande, ils ont quand même une grosse culture sportive sur le nordique. Tu vois, si je compare à la France, c'est quand même autre chose, quoi. Tu vois, il y a une visibilité dans les médias principaux, que ce soit à la télé, sur les sites internet ou dans les journaux, mais ils sont pas du tout reconnus comme ils l'étaient avant, quoi. C'est sûr et certain, quoi. Les gens qui s'intéressent au nordique, ils vont savoir qui c'est Nico Kutosao ou Antti Aalto, mais c'est rien à voir avec les années d'avant, quoi. Et, dans on va dire l'équilibre entre le saut hommes et femmes, il y a autant les équipes sont aussi bien dotées et il y a une vraie volonté de bien travailler avec les deux sexes. En tout cas, moi, quand j'y étais, moi, j'ai travaillé plus ou moins de la même manière avec les filles qu'avec les garçons, à part qu'on se voyait un peu moins souvent, mais j'avais une super relation avec le coach qui s'occupait de Yennu. Donc, ça a fait qu'on a pu se développer vraiment bien au niveau du matos. Et quand on était sur les Coupes du Monde, où il y avait les hommes et les dames, on travaillait le double, quoi. Pareil pour les filles que pour les garçons, quoi. Enfin, nous, notre farter qui faisait les skis, qui était pour le groupe homme, il faisait évidemment les skis pour les filles, et puis il courait dans la pente pour filmer le saut quand j'y étais pas. Enfin voilà, nous en tout cas, on a toujours fait le maximum pour les deux. Après, en termes de moyens, c'est sûr que non, parce que en Finlande, les hommes l'année dernière, ils ont toujours 2 coachs, un farter et un kiné, donc ils sont 4. Pour les filles, il est souvent tout seul. Et voilà, quoi. Donc, non, on ne peut pas dire que les moyens soient mis de la même manière. Après, les gens à qui on demande de travailler pour les 2 équipes, ils font le boulot avec passion et avec enthousiasme pareil, mais non, il manque des moyens, quoi. Enfin bon, je ne sais pas si vous avez suivi, mais là, en Finlande, il y a un débit, il y a un dette, comment on appelle ça en français, ils sont dans le rouge, quoi. Les finances de la Fédé sont dans le rouge. Je crois qu'ils doivent entre 3 et 4 millions d'euros. Parce que voilà, la Fédé a vécu au-dessus de ses moyens, parce que le ski de fond a mangé le budget en s'achetant un camion à 1 million d'euros, en achetant 4 machines pour détecter le fluor. 4 machines pour détecter le fluor, il faut savoir que ça coûte environ, si je ne me trompe pas, 130 000 euros. C'est ce que j'avais lu aussi. Voilà, et ça, je trouve que voilà, le ski de fond, à mon avis, il a fait beaucoup de mal au saut, sachant que les revenus de la fédération, si on enlève le saut à ski, c'est tout le monde qui crève. Je crois que les rentrées d'argent à la fédération, c'est la Coupe du Monde de saut, je parle de saut, Haruka et Alarté. Ensuite, les filles, la compétition filles fait rentrer plus d'argent que la compète de combiné. À l'Arty. À l'Arty. Celle du vendredi matin à 9h. Ouais. Okay. Mais en tout cas, au niveau de la vente à la télé, ça fait rentrer plus d'argent. Et ça représente peut-être 2-3 millions d'euros. Et si tu enlèves ces 2-3 millions d'euros-là, le ski de fond, il va retourner comme il était après le drame du scandale de dopage en 2001, quoi.
Et déjà cette année, déjà dans ces années-là, c'est le saut qui avait sauvé avec la force de sponsoring qu'ils avaient, qui avait, c'est le saut qui avait déjà sauvé le ski de fond à cette époque-là en Finlande. Et là, je pense qu'à mon avis, enfin bon, c'est peut-être un peu rude de dire ça, mais c'est et puis des erreurs à la Fédé. Ils ont fait un stage, ils ont fait un festival du ski à Helsinki dans le stade olympique, machin. Et ça, c'est des trucs qui ont coûté des sommes énormes et qui n'ont pas fait rentrer un copec, qui n'ont pas fait rentrer un centime. Et du coup, ben voilà, petit à petit, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, et puis c'est vraiment dommage parce que ouais, je suis vraiment attristé quoi pour ces trucs. Et donc, tu l'as finalement presque un peu dit, là, l'arty, le saut féminin avait apporté plus que le combiné. Le combiné en Finlande, tu t'en occupais aussi? Tu suivais? La dernière année, ouais, la dernière année, en fait, pour développer un peu mieux notre organisation, la Fédé avait trouvé deux gars, dont un qui est Janne Apponen, qui était, moi j'étais chef de la cellule combine, et j'avais donc la dernière année, moi je faisais les combinaisons pour le saut homme et puis pour Jenny Rautionao. Coupe du Monde. Et ensuite, j'avais Janne Apponen qui faisait toutes les combinaisons pour les juniors, saut combiné. Et ensuite, on avait Jauni Kaitainen à l'Arty qui faisait les combinaisons pour le combiné homme, Coupe du Monde. Donc, on était trois, un à l'Arty, un à Kuopio et moi qui voyageais sur la Coupe du Monde. Et on avait un bon staff et c'était vraiment génial, quoi. On a travaillé ensemble. C'était une des premières fois où j'avais 3 mecs. On était 3 dans le staff pour développer tout ça. Donc, en gros, je leur ai enseigné et appris à faire les combinaisons. Et puis, c'était génial, quoi. On a beaucoup travaillé là-dessus. Le combiné féminin qui a la nouvelle championne du monde junior, Minja Korhonen, Ouais. tu l'avais côtoyée? Elle est jeune, Ouais. elle. La première fois que je l'ai vue, elle devait avoir 14 ans. Elle était là autour de nous au tremplin à Kuopio. Elle allait sauter sur le 70 mètres. Et son père était venu nous voir parce que j'enseignais à Janne Apponen de faire des combines. Son père était venu nous voir en nous disant ouais, est-ce qu'il y a moyen de faire une combine, machin. Donc ouais, on avait commencé comme ça. Et puis après, 2 ans après, ben, quand ils ont fait le groupe de combinés finlandais dames, et ben il y avait cette petite Minia qui avait grandi et qui est une super athlète, hyper sympathique et puis douée quoi. Et donc avec elle, moi je donnais seulement des conseils sur les coupes. Et après c'est Janne Apponen vu qu'elle est de Silinjärvi juste à côté de Kuopio, c'est lui qui s'en occupait et puis qui me demandait des conseils quoi. Et oui, qui a 16 ou 17 ans, donc elle est junior, elle pourrait encore faire 2, 3, voire plus années junior. Et elle a déjà fait Ouais, un podium en Coupe du Monde, quoi. Donc, elle fait partie de l'avenir. Finalement, c'est les ouais, femmes qui ont apporté des podiums cet hiver, autant en saut spécial qu'en combiné. ouais, c'est ça. Bah bon après, il faut aussi regarder ouais. Il y a aussi moins d'athlètes. Alors, je dis pas gagner qui est 10 ou 20 ou 100 participants. Gagner, c'est toujours difficile. Malgré tout, l'accession au plus haut niveau est quand même beaucoup plus simple que voilà, qu'en ski alpin ou en ski de fond, quand on doit passer par des sélections et par des. Mais oui, oui, en tout cas, c'est sûr, c'est les filles qui ont cet hiver qui ont fait les meilleurs résultats en saut et en combiné chez les Finlandais. Ouais. Ma prochaine question, elle est en lien avec des années d'écoute d'Eurosport et de Guillaume Di Grazia qui parlait tout le temps du finish Sissou. Est-ce que c'est une réalité ou c'est un mythe? Non, 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 c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Les Finlandais en parlent souvent, ça. Entre la guerre, entre la Russie et la Finlande, quand les Finlandais ont dégagé les Russes de chez eux, c'est le finish Shisu, c'est un état d'esprit, quoi. Un truc. Ça existe, c'est pas une légende inventée par Guillaume. Non, bah, je n'irai pas jusque-là, mais de l'intérieur, tu l'as constaté, c'est quoi? C'est une sorte de hargne, de ténacité, même dans l'adversité? Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Bah, enfin, moi, il y avait une interview de PK qui m'avait beaucoup marqué quand il était arrivé. Je sais plus si c'était Eurosport qui avait fait cette interview de PK en disant voilà, nous, les athlètes, quand j'étais en Finlande, quand ils étaient en compétition, ils voulaient pas être deuxième, ils voulaient être premier.
Il voulait pas être deuxième, il voulait être premier. C'était un peu ça qui a insufflé le truc, quoi. Mais ça a aussi un peu desservi, parce qu'il y avait pas mal d'athlètes qui faisaient des résultats fantastiques et qui auraient pu en faire bien plus en étant plus un peu plus indulgents, quoi. À l'époque où ils étaient très forts, voilà, des fois quand ils étaient dans les 10, c'était une déception, quoi. Alors que bon, le sport, c'est pas tout à fait ça, quoi. C'est pas noir ou blanc. Il y a des personnages, on se souvient de Harry Holly, par exemple, qui avait l'air assez marqué en caractère, quoi. On peut dire les choses comme ça. Ouais, j'ai pas eu à le côtoyer en tout cas quand j'étais dans le staff, je l'ai vu et puis je l'ai un peu côtoyé depuis l'équipe de France quand j'étais avec la France. Et puis il a été beaucoup avec PK. Il a été avec PK quand il a repris l'équipe en 2010-2011. Ouais, personnage clivant, un peu. Pas facile, en tout cas en tant qu'entraîneur, non, ouais. Pas difficile. Mais gros talent, indéniablement. Grand voleur aussi. Ouais. Pays de voleurs, justement, c'est vrai que je t'avais demandé pour le Japon, et tu m'as parlé des profils spécifiques de tremplin, donc ça a peut-être une influence. S'il y a un style de saut un peu particulier ou il n'y a pas une Non, école pas. particulière finlandaise. Au niveau de la technique de saut, c'est un peu difficile pour moi de dire parce que j'ai été quand même un peu formé par des Finlandais, quoi. Enfin bon, j'ai été formé déjà par Jacques Gaillard. Et puis ensuite, quand j'ai évolué au plus haut niveau sur la Coupe du Monde, c'est beaucoup des entraîneurs finlandais qui m'ont influencé. Donc j'aurais du mal à dire, mais en tout cas je pense que la vision qui a été longtemps en Finlande jusqu'à ce que ça change un petit peu il y a 5-6 ans, c'est que en gros la préparation physique, il fallait pousser de la fonte comme une mule et puis sauter comme un lapin, quoi. Tu vois, il y avait beaucoup de force et puis de pliométrie et voilà, il fallait être très fort en bondissement, très fort sous la barre de muscu et c'est ce que certains entraîneurs ont commencé à changer avant que j'arrive là-bas pour essayer d'aller sur du plus spécifique, du plus technique, du plus coordination, souplesse, agilité et tout ça, quoi. Donc après au niveau de la technique en saut, je sais pas. Pour moi, en tout cas, ça n'a jamais été trop quelque chose de différent de ce que j'ai toujours appris, quoi. C'est, en tout cas, les entraîneurs avec qui j'ai bossé là-bas, j'ai vraiment appris beaucoup avec eux, surtout Lauri Akola et Janne Vatanen. Et en tout cas, nous, comme on a entraîné les mecs pendant 4 ans là-bas, je pense pas qu'il y avait une spécificité vraiment différente de ce que peuvent faire les étrangers, quoi. Parce que je te pose ces questions parce que je suis toujours fasciné par le fait que des pays et bah, c'est surtout marqué avec l'Allemagne côté pousseur et puis la Slovénie en voleur, parce que les enfants ils sont tous différents, on va dire ceux qui commencent le saut, mais pour qu'il y ait un profil comme ça de voleur, d'où ça vient, toi qui as aussi côtoyé les Slovènes, tu vois, Ah ouais. ils apprennent à être aussi vite dans leur ski, tu vois, pour se mettre en accélération et pousser, c'est pas pousser moins fort, mais prendre moins de hauteur. Tu vois, il y a quand même, je me demande s'il n'y a pas, et tu vas peut-être me donner tort, mais il n'y a pas quand même une politique un peu, par exemple en Slovénie, de les envoyer vers ce style de saut, tu vois. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dès le plus jeune âge, les entraîneurs font beaucoup plus attention à comment ils mettent les mains en l'air, par exemple. Et ça, c'est un truc, tu vois, Timmy Zeitz, enfin, ça, c'est un truc qui est sûr, c'est que dans la période de 10 à 15 ans, les entraîneurs sont très exigeants sur le fait de mettre les skis à plat, de mettre les bras comme il faut. Et ça, c'est quelque chose c'est ce que je dis toujours, parce que je participe aux entraînements un peu à Tarvisio pour aider le club ici, là où j'habite en Italie. Et puis même quand j'en parle des fois avec mon frère qui est entraîneur du club à Autran, je leur ai toujours dit, les gamins en Slovénie, ils sont pas nés avec un chromosome qui fait qu'ils ont les bras comme il faut en l'air, quoi. C'est évidemment un système qui fait que entre 10 et 15 ans, 16 ans, on forme les enfants et on est plus exigeant avec eux sur comment voler, quoi. Et voler, tu le fais en équilibre avec ton corps, avec tes bras, avec tes skis.
Et ça, c'est quelque chose sur lequel, évidemment, il travaille beaucoup. Et puis aussi, la manière dont il travaille le spécifique. C'est aussi ça qui est intéressant dans le saut et qui me passionne, c'est que les Slovènes ont ils ont une technique d'entraînement sur le spécifique, sur le porté. Tu sais, quand les athlètes poussent et qu'on les porte comme ça, Oui. euh, ils ont une technique mais complètement différente de ce que font les Norvégiens, par exemple, ou les Allemands. Et ça, c'est quelque chose qui est fascinant parce qu'il n'y a pas une vérité pour arriver à gagner, quoi. Malgré tout, il y a des points qui sont très importants. C'est l'équilibre en position, l'équilibre sous le pied, la fin de poussée. Voilà, les Allemands sont plus et les Allemands, les Norvégiens sont plus sur le départ, sur la qualité de la pression du pied dans le départ et garder l'équilibre. Les Slovènes sont plus focalisés sur la fin de poussée, la transition pour donner de la vitesse aux hanches. Donc évidemment que c'est un système qui fait que les athlètes ont des techniques un petit peu différentes, quoi. Mais du coup, c'est un choix. Les Slovènes pourraient se dire on travaille plus la poussée et les Allemands on travaille plus les hanches. Finalement, c'est que ça arrange bien tout le monde d'aller dans cette direction-là. Je suis pas sûr parce qu'au final, moi, quand j'étais avec les Slovènes ou avec les Finlandais ou avec les Japonais, on est toujours en train de regarder ce que font les autres, quoi, de savoir comment ils s'entraînent, comment ils travaillent, pourquoi ils font ça. Euh, Après, je pense quand même que depuis que Robbie Ergota est venu en Slovénie, il a quand même changé un petit peu la manière de travailler techniquement. Mais quand tu travailles avec des athlètes qui ont été formés comme ça, comme je dirais Lanišek, Timi Zajc, Domen Prevec, tous ces gars-là, ils ont quand même un vécu avant Ergota, qui a une formation qui est quand même bien ancrée. Et je pense que lui, ce qu'il a apporté, c'est qu'il a apporté juste un petit peu plus d'équilibre, quoi. Des fois, quand c'était trop Ouais. agressif, ou lui, il a un peu rétabli un peu cet équilibre en position, des petites choses comme ça, quoi. Mais malgré tout, quand tu es entraîneur en Coupe du Monde, tu dois toujours composer avec la qualité de tes athlètes. Et du coup, tu dois toujours t'adapter un peu à ce que ton athlète est capable de recevoir, d'intégrer et puis de faire sur le tremplin, quoi. L'exemple de domaine, qui me mange le cerveau, à chaque fois, je me demande si il veut pas changer pour être plus passe-partout, ou c'est un choix, et en se disant, bah, le jour où il y a les conditions qu'il faut, avec mon style, je suis dans les tout meilleurs. Tu vois, est-ce que c'est un choix, ou est-ce que c'est son saut intrinsèque et il pourrait pas ou il saurait pas faire différemment, tu vois? Non, non, et moi je pense que Domaine, il voudrait être performant tous les week-ends. Je pense pas qu'il veuille se limiter à un style de saut qui fait que ça va passer un jour J. Mais je pense quand même que d'avoir travaillé pendant beaucoup d'années avec cette agressivité, entre guillemets, ou en tout cas avec cette agressivité, on peut le dire, quoi, hein, sur la phase de fin de poussée et transition en vol, je pense qu'il a quand même intégré un système qui est difficile à changer, quoi. Et je pense que ces entraîneurs, c'est ce qu'ils essayent de travailler depuis déjà 2 3 ans, parce que je les connais bien, je suis souvent avec eux, Ouais, ils bah m'ont oui. pas. Ils aimeraient bien, voilà, qu'ils soient un petit peu plus équilibrés, que le départ soit un petit peu plus sur le pied, que ça pousse un petit peu plus. Mais, mais en faisant comme ça, tu coupes aussi ses qualités intrinsèques, quoi. Donc faut trouver la via di mezzo, là. Faut trouver l'entre-deux, quoi. Et Faut trouver c'est son mythe un peu aussi, parce que tu vois, entre passionnés, cet sauteur-là, il nous laisse pas indifférents. Alors qu'il performe moins que plein de sauteurs qui font des podiums 10 fois dans l'année. Mais, ouais. euh, mais son style, il nous marque, quoi, tu vois. Ouais, bah parce qu'il est magique, quoi. Enfin, c'est moi au vol à ski, ça fait 10 ans que je suis tout le temps dans la pente, dans la tribune des juges, à regarder les mecs voler en face de moi. Mais tous les entraîneurs, des fois, quand il y a des athlètes, quand Domen Prevec il est annoncé au sommet du tremplin, tout le monde met la tête par-dessus la barrière pour le regarder. Et puis quand il s'éclate au fond, tout le monde est là, mais d'où il sort ça, quoi? C'est un truc inné. Il Mais est d'où il fantastique, sort quoi. ça avec si peu de hauteur à la bosse? Parce qu'au final, il est rarement le plus long, parce qu'à un moment, il manque quand même un chouïa de hauteur. On l'a bien vu à Vikersund. Moi, j'étais aussi, du coup, j'avais pu être en haut, et
on voyait qu'il allait vite. Avec cette hauteur-là, c'est sidérant ce qu'il fait après. Mais tu vois, il aurait eu un petit peu plus. Et, bah, et on se dit, il lui manque toujours quand même un petit truc, tu vois. Ouais, bon, pour être un top athlète qui va aller faire des médailles aux Jeux, aux mondiaux, c'est sûr qu'il lui en manque, quoi. Après, sur du vol à ski et sur certaines compètes, il fera toujours parce qu'il a quelque chose d'inné que les autres n'ont pas, quoi. Alors après, il y a aussi des fausses idées que se font pas mal de gens sur les Slovènes. C'est quoi, les Slovènes sont forts en vent de face, mais c'est pas vrai. Parce que les qualités de vol, elles sont aussi importantes dans le vent arrière que dans le vent de face. Pour donner un exemple, on était à Vikersund en 2018. Voilà, c'était en 2018, je crois. À Vikersund, gros vent arrière, tout le monde tape la bosse, et le seul qui va au fond, c'est Domen Prevets. Et pendant la compète par équipe, si on avait fait un classement individuel, je pense qu'il aurait gagné avec 50 points d'avance sur, je ne sais plus qui c'était. Et puis en rentrant à l'hôtel, j'étais dans le bus à côté de Werner Schuster et je regardais les sauts de Domen sur l'ordinateur. Ouais. Et il regardait les sauts et il disait mais c'est pas possible, comment il fait pour être aussi fort? Alors que ce jour-là, il y avait vraiment beaucoup de vent arrière et c'était lui le plus fort. Et je me dis, il y a des entraîneurs qui n'arrivent pas à voir ce que les autres font, quoi, quand ils sont toujours focalisés sur voilà, être en position, pousser fort, essayer d'aller vite. Domen, il battait tout le monde en vitesse, avec ses bras, avec l'écartement des pieds, avec les skis en l'air, comment il avait les skis à plat. Et il était imbattable. D'ailleurs, le lendemain, on est allé au contrôle parce que les Allemands pensaient que sa combine était trop grande. Alors que C'est ça c'est pas qui vrai. fait. D'accord. Donc, Ouais, les sauts où il y a l'arrière des skis qui rafle la neige et qui continue 100 mètres de plus, c'est ceux-là qu'on regarde après sur YouTube. ouais, ouais, non, non, c'est vraiment fantastique ce qu'il fait. Alors, j'espère qu'il va pouvoir s'améliorer pour être encore meilleur, parce qu'on se régalera encore plus. Mais ouais, ouais, non, Domaine, c'est un phénomène. C'est un phénomène dans tous les sens du terme. Bah, écoute. Et pour revenir, mais merci pour toutes ces infos, revenir sur la Finlande, il y avait des choses que tu voulais dire sur ce pays de saut ou sur ton expérience avant de. Bon, bah, moi, mon expérience en Finlande, elle a été vraiment fantastique, quoi. J'ai rencontré pendant 4 ans, bon, j'ai rencontré des gens, puis surtout, j'ai des liens d'amitié puis de professionnels fantastiques. J'ai appris beaucoup de trucs. Et ouais, comme beaucoup de monde, je pense que je suis triste que, bon, que la situation, surtout ce printemps, soit difficile. Les entraîneurs, il y a pas mal d'entraîneurs qui s'en vont parce qu'ils peuvent pas être payés. Ils vont commencer à s'entraîner peut-être avec les entraîneurs, on ne sait pas quand, parce que, ouais. Enfin, moi, je suis parti au bon moment parce que sur le plan financier, c'est vraiment difficile, quoi, avec Ouais, le problème de la Fédé. avec le problème de la Fédé. Aujourd'hui, les athlètes, ils savent pas avec qui ils vont s'entraîner. Peut-être que ça va partir au mois d'août. Donc, tu vois, toute la préparation, bon, les athlètes, ils savent comment se préparer, ils vont pas rien faire, quoi. Sauf que malgré tout, ça va être difficile, quoi. Et j'espère vraiment que la Finlande va réussir à être de nouveau performante, et comme ils ont pu faire montrer, comme ils ont pu faire voir cet hiver, que si la Finlande disparaît, ça va être le début de la fin pour le saut, quoi. Je veux dire, moi, je souhaite qu'une chose, c'est que la Finlande revienne beaucoup plus forte, que la France revienne en Coupe du Monde, que les Russes reviennent en Coupe du Monde. Ça, c'est aussi une question un peu délicate. Sportive, on va dire, ouais. C'est une question délicate, mais moi, j'ai plein d'amis en Russie, des anciens sauteurs, qui sont des personnes fantastiques et qui vivent pour le saut. Et depuis que les Russes sont plus là, et ben quand même, voilà. Si les Russes étaient là cet hiver, on ne serait pas 51 ou 52 ou 53, quoi. On serait 4 de plus ou 5 de plus. Et donc voilà, quoi. Il faut faire en sorte que les nations, voilà, que toutes les nations soient, Puisse participer. ouais, enfin, Et puissent justement, participer, dans ouais. les nations que tu as accompagnées, il y a la Turquie, peut-être 2 minutes dessus. Tu as été un peu à l'initiation de ces sauteurs qu'on voit maintenant en Coupe du Monde. Ouais, bah, pas du tout à l'initiation, parce que ça a commencé bien avant moi avec Vassia Bajic et puis Jure Radl, les entraîneurs slovènes qui sont allés là-bas.
Et moi, j'ai donc pris avec Pekka mon poste en 2016-2017. J'ai fait qu'une saison là-bas. En tout cas, c'est cette saison-là que les premiers points en Coupe continentale sont arrivés. Et puis, où il y avait un groupe, c'était bien structuré. Pekka avait fait du super boulot avec la fédération. Puis après, là, l'entraîneur qui est entraîneur des Turcs, Frank Netz, avec qui j'ai travaillé en Slovénie, qui a vraiment fait un travail incroyable, sachant que ce gars-là, il est tout seul. C'est un copain à lui qui fait les combinaisons en Slovénie. En Coupe du Monde, il fait les skis. Enfin voilà, c'est quelque chose d'assez énorme, quoi. Et tous ces gens dont tu fais partie, vous avez mis la Turquie sur la carte des pays de saut, ce qui est quand même Ouais, écoute, c'est sympa. C'est sympa d'avoir participé à cette histoire. J'espère qu'elle va continuer, mais c'est un petit peu délicat parce que je crois que Arda Ipçoglu, il va se lancer dans un doctorat et je sais pas trop exactement. Voilà, si Arda et Ali Bédir arrêtent, malheureusement, ça va s'arrêter, quoi. Donc c'est pas la base derrière. derrière, il y a quelques jeunes, mais ça, de là à arriver en Coupe du Monde, ça va pas se faire avant une dizaine d'années, quoi, si ça se fait. Donc voilà. C'est vrai que c'était l'attrait, c'était la Coupe du Monde, c'était à Oberstdorf, la tournée l'année d'avant, il y a 2 ans, il y a un an et Ouais, demi. il avait Il avait mis sorti. ses points et c'était l'attrait. Et ça se passe tout à Erzurum ou il y a d'autres sites d'entraînement? À Erzurum, ils ont un 30, un 60 où ils sautent. Le 90 et le 120, ils sautent jamais dessus parce qu'ils sont en réparation, ils sont en bataille avec les architectes. La pente est pas plate et du coup, ils peuvent pas sauter sur les tremplins l'été. Donc tous les athlètes sont tout le temps en stage ici à Kragne et Planica. En fait, la Slovénie, tous les pays un peu loin de l'Europe, c'est là où ils s'entraînent en fait. C'est le camp de base des Canadiens, des Japonais, des Turcs. Ouais, mais tu sais, l'hiver, il y a tout le temps les Autrichiens et les Allemands qui sont là parce que c'est l'endroit où tu trouves la meilleure qualité d'entraînement possible au monde. La vallée est protégée, il n'y a pas de vent, le tremplin est toujours préparé. Donc, moi, j'habite à 10 minutes. Dès que je peux, l'hiver, j'y vais. Et il y a toujours les étrangers, beaucoup d'Autrichiens. Tout le monde s'entraîne là. C'est le site, c'est Ouais, on connaît à la télé, on connaît le vol à ski, mais en fait, ça se passe toute l'année à côté, quoi. c'est toute l'année. Ouais, c'est toute l'année. Ça marche. Bah, écoute, je pense que moi, je suis arrivé au bout de mes questions. Merci Ouais, beaucoup pour l'échange. merci bien. C'était passionnant. Je pense que j'ai la réponse, hein, ça fera 2 épisodes. On en fera un japonais, un finlandais. Ouais, ça a un peu Et duré. Ouais. puis, bah, c'est parfait. Et puis, bah, au plaisir de te croiser au pied d'un tremplin. Ouais, merci à vous aussi. Et puis, bonne continuation pour le podcast. Merci, bon après-midi. Bon après-midi, au revoir.